C'est une exposition qui a été conçue par les galeries degli Uffizi à Florence. La commissaire de l'exposition est la dottoressa Novella Lapini et qui est en fait spécialisée dans tout ce qui est la vie des femmes à l'époque impériale. Cette exposition s'attache à montrer, à décrire ce qui est le modèle idéal de femme dans le monde romain, décrivant les éléments qui caractérisent une matrona, donc une femme qui est la bonne épouse, la bonne mère de famille, et aussi l'évolution que cette image, que cette figure a connue, notamment à partir de l'époque d'Auguste, où les femmes, tout d'abord, les femmes de la famille impériale commencent à être montrées dans l'espace public, puisqu'en effet, la matrone à l'époque républicaine, c'est la femme, l'épouse et la mère de famille qui doit rester à la maison, qui s'occupe des affaires de la maison, dont notamment tout ce qui est la laine, la filature de la laine, le tissage, etc. Et dont une des caractéristiques, c'est celle d'être pudique. Donc les femmes romaines à l'époque républicaine ont une certaine liberté de mouvement, mais elles n'occupent pas l'espace public. Cette chose va changer à partir de l'époque d'Auguste. Auguste, qui, créant l'Empire, va remettre à l'ordre du jour tout ce qui sont les dots traditionnelles des matrones romaines, mais en même temps, il va leur demander d'avoir un rôle public. Et donc ça, c'est la chose qui change par rapport au passé, puisque les princesses de la Domus Augusta, donc de la famille impériale, vont de plus en plus être représentées dans l'espace public sous forme de statuaires. Leur nom est cité dans des inscriptions, on le trouve sur des façades de temples. Donc elles vont représenter la Domus et donc elles vont avoir un rôle politique de premier plan. Et ça, c'est quelque chose qui change par rapport à l'époque républicaine, période pendant laquelle les femmes, en fait, n'avaient pas du tout ce rôle public. L'exposition décrit ce qui est le rôle classique et le modèle idéal de femme, mais en même temps, elle va s'intéresser aussi au modèle contraire à ce modèle, qu'on va retrouver aussi bien auprès des femmes de la famille impériale que auprès des femmes des classes moins élevées. C'est vrai que si, dans le cadre de la famille impériale, on a des princesses comme Livie, ou comme Antonia Mineure, qui vont représenter parfaitement l'esprit qui était souhaité par Auguste en particulier. On a aussi d'autres femmes, comme par exemple Julie, la fille d'Auguste, et Agrippine majeure et mineure, qui font partie toujours de la dynastie jolo-claudienne, qui vont plutôt être frappées par les accuses qui sont considérées comme les accuses traditionnelles qu'on adresse aux femmes qui ne rentrent pas dans le modèle. On les accusait généralement d'adultère et aussi d'être des empoisonneuses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve au plus haut niveau de l'État, mais aussi dans les classes moins élevées. Comment Novella Lapini s'est attaquée à essayer de connaître mieux ce qu'était la vie de tous les jours des femmes des classes moins aisées? Par le biais de l'épigraphie. Le fait de lire des inscriptions funéraires permet de voir comment certaines femmes ont, par exemple, revendiqué leur statut de patronée d'esclaves, donc des femmes qui ont une réussite sociale assez importante. Il y en a une en particulier qui dit qu'elle a épousé un de ses esclaves, donc ce qui veut dire qu'elle est devenue assez riche pour pouvoir posséder une familia d'esclaves et qu'elle a ensuite pu affranchir un de ses esclaves pour se marier avec lui, ce qui était totalement révolutionnaire pour l'époque. Donc elle analyse ces contre-modèles et ensuite elle les met un peu en avant pour montrer comment on a des progrès dans la société romaine, mais c'est vrai qu'il s'agit toujours de progrès qui parfois coûtent très cher aux femmes qui vont accepter de défier le modèle traditionnel. Moi, ce que je vois dans le rôle des femmes romaines, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est certaine. Mais là, peut-être on va pas pouvoir rentrer dans ce détail, mais par exemple, sur le plan juridique, il y a en fait une émancipation qui est réelle dans les faits, mais c'est vrai que sur le plan juridique, il reste toujours quand même des freins. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont pouvoir être prêtresses du culte impérial, qui vont être flaminiques, qui vont être évergètes ou patronnées de cité, mais disons qu'elles sont toujours quand même rattachées à leur rôle, en fait, qui est considéré comme leur rôle essentiel d'épouse et de mère. Donc des éléments qui sont essentiels à la survie de la communauté, en fait.
Moi, c'est vrai que je vois pas mal d'éléments disons, qui sont typiques de cette époque, qui persistent dans nos sociétés d'aujourd'hui, puisqu'en effet, le fait de retrouver des accusations qui sont récurrentes, comme le fait d'accuser une femme d'être adultère, d'être empoisonneuse, disons que ça rappelle un certain nombre d'images qu'on a encore aujourd'hui dans nos sociétés. Les femmes sont quand même totalement soumises à la patria potestas des hommes, du père, ensuite du mari, etc. Et là, à l'époque impériale, ça se fait beaucoup moins, mais le pater familias, il a quand même le droit de vie et de mort, aussi bien sur les femmes que sur les enfants, que sur les esclaves. C'est peut-être un peu fort, mais qui ont un écho, en fait, avec toute une série de violences qui continuent à exister dans nos sociétés, en fait. Il y a quand même, je pense, des éléments de la mentalité, des éléments de langage, des façons de considérer la personne, que je pense on hérite du monde antique quand même, qui après ont traversé le Moyen-Âge. Il y a d'autres, voilà, il y a la culture judéo-chrétienne qui est venue par là, mais disons qu'il y a quand même, quand on lit certains auteurs anciens, c'est quand même frappant de voir comment, voilà, disons que tout simplement l'expression le sexe faible vient du fait que pour les juristes, en fait, le fait que la femme soit pendant toute sa vie obligée d'être sous tutelle, c'est par ce qu'ils appellent imbecilitas anime. Donc par incapacité de s'occuper d'elle. En fait, elle est considérée sur le plan juridique comme une personne qui n'est pas capable de s'occuper de soi. Et donc, il faut qu'elle ait un tuteur. Donc, si ce n'est pas le père ou le mari, il y a un tuteur qui est nommé soit par testament par le père, soit par le prêteur, si elle n'a pas de famille, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a, même dans le langage, toute une série de choses qui nous viennent, je pense, de cette vision assez misogyne, en fait. Moi, j'ai toujours peur de faire des anachronismes, mais disons qu'il y a des éléments de la pensée qui se rassemblent vraiment beaucoup.